Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Azul Filaoun. Bonjour, bonsoir, messieurs, dames. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, quoi, longtemps, une semaine. Mais là, c'est une vidéo que je vais faire en français pour répondre à Idriss Aberkan et Émilie ou Amélie Ismaili, c'est ça. Donc, Amélie Ismaili et Idriss Aberkan. Amélie Ismaili est une journaliste d'investigation et Idriss Aberkan, il n'est pas présenté, c'est un multi-doctorant dans plusieurs domaines, donc il n'est plus à présenter. Ok, donc la vidéo que je vais faire aujourd'hui pour le répondre à un débat, pour répondre à un débat qu'ils ont fait les deux sur un site qui s'appelle, c'est leur site, quoi, c'est le site Scanderia. Ok, c'est le site Scanderia. Donc, Idriss Aberkan, je vais te montrer et te démontrer que tu n'es ni un géopolitique, ni un connaisseur de l'histoire. Et tu donnes des analyses aux gens, tu passes des conférences, tu es ceux qui te produisent, comme tu as dit, c'est les productions France-Québec. Et il faut payer $160 pour venir te voir. Je pense que c'est trop cher. Donc, si tu es quelqu'un qui veut gagner de l'argent avec le sang des autres, ça c'est ton problème. Ce n'est pas notre pain quotidien, nous. Nous, on combat pour la liberté des peuples. Donc, on va regarder un passage de la vidéo où tu expliques ce qui se passe en Palestine, ou ce qui s'est passé, et qu'est-ce qui va se passer. Et c'est quoi l'analyse? Et je peux te répondre, te donner ma vision des choses, avec argument, toujours, et démolir ton argumentation que tu as toi-même démolie selon les événements qui se passent aujourd'hui. Ok? Ton analyse se détruit elle-même. C'est une autodestruction au jour d'aujourd'hui. Donc, nous allons écouter ta vidéo, le passage sur la Palestine. On va passer à une autre grande nouvelle, entre guillemets, pour revenir un petit peu sur le conflit là, actuellement en Israël et Palestine. Donc, il y aurait un accord de trêve qui sera en cours. Plusieurs sources contactées par l'AFP, les pourparlers portent sur la libération de 50 à 100 otages en échange de la libération de 300 prisonniers palestiniens en Israël. L'accord comprendrait également une trêve humanitaire de 5 jours renouvelable. Et on a le chef du Hamas qui aurait dit vouloir s'approcher de la conclusion d'un accord de trêve dans la bande de Gaza. Et il a déclaré que son mouvement a livré sa réponse aux frères du Qatar et aux médiateurs. Nous nous approchons de la conclusion d'un accord de trêve. Il aurait cité dans un message sur son compte Telegram. Pour le moment, le gouvernement israélien n'a pas réagi à ces déclarations. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que c'est un faux espoir parce que les nouvelles informations qui sont sorties, on sait que la presse israélienne est beaucoup plus pluraliste que l'immense majorité des presses aujourd'hui occidentales. Alors, sauf le Moyen-Occident, puisqu'aujourd'hui, on peut vraiment appeler la Russie le Moyen-Occident, c'est ce qu'elle est devenue. Mais l'extrême-Occident, comme on dit l'extrême-Orient, c'est vrai que c'est un terme que les Occidentaux n'auraient pas aimé utiliser. Après tout, on utilisait volontiers le terme extrême-Orient, mais on n'a jamais utilisé sur nous-mêmes, en particulier sur les États-Unis, le terme extrême-Occident. Mais la presse de l'extrême-Occident est beaucoup moins nuancée que la presse israélienne. Par peur d'être taxé d'antisémitisme, on sait que c'est même arrivé à Elon Musk. Heureusement, la vérité a prévalu. Elon Musk vient de lancer un procès monumental à ces autres nuances de fact-checkers locaux qui ont montré à quel point ils étaient des terroristes intellectuels. Cependant, qu'une immense majorité de tech press et d'entrepreneurs de confession juive aux États-Unis ont apporté leur soutien à Elon Musk en disant qu'il faut que vous arrêtiez les conneries 5 minutes à appeler n'importe qui antisémite. Mais par cette peur, en tout cas, la presse de l'extrême-occident, c'est vrai, n'est pas du tout aussi nuancée que la presse israélienne. Case in point, Haaretz, qui shoot Netanyahou depuis le début de ce conflit, et qui le shootait même avant, mais qui le shoot encore plus, vient de révéler froidement qu'une partie des victimes des attentats du 7 ont été faites par des tirs d'Apache.
donc des hélicoptères ont tiré sur des civils israéliens. Parce qu'évidemment, si des hélicoptères tirent sur des civils gazaouis, ça, même la presse israélienne va moins s'en émouvoir. Mais quand c'est voilà, c'est quand même très très grave hein. Sur le plan de la politique israélienne, on a Haaretz qui a balancé des preuves que les attentats du 7, certaines des victimes étaient des civils israéliens sur lesquels des Apaches ont tiré. Donc c'est d'une gravité exceptionnelle, hein. C'est quelque chose qui devrait mener à des procès pendant des décennies et peut-être que ça le fera. Mais côté Netanyahou maintenant, bah, ça veut dire que c'est tout ou rien. Il est vraiment en mode all-in là, hein. Il a embarqué tout Israël dans un projet complètement délirant d'évacuer totalement la bande de Gaza. Et maintenant même le colonel McGregor le dit. Donc c'est une notoriété publique. Il enchaînera sur la Cisjordanie, ce qui a des conséquences incommensurables, hein, parce que ne serait-ce que comment il le justifiera, comment il entend le justifier, d'enchaîner sur la Cisjordanie, raison pour laquelle Mahmoud Abbas de l'autorité palestinienne en Cisjordanie a donné l'instruction très ferme de ne pas parler de Gaza dans tous les prêches des mosquées de Cisjordanie. Donc là, la situation est que on voit une résolution ferme de la part de l'administration Netanyahou-Ben Gvir d'évacuer Gaza et de la rendre inhabitable pour les 2,2 millions de Gazaouis, avec encore une fois des conséquences là aussi incommensurables. Et ça, c'est clair, c'est ferme. Alors, le Hamas peut tenter toutes les trêves qu'il veut, ça n'ira nulle part. Et l'impression que ça donne, c'est que le Hamas avait bien tenté une opération. Alors c'est ce que dit Haaretz, c'est que le Hamas voulait faire une opération de prise d'otage massive, qui s'était dit, bah, il n'y a qu'à regarder le soldat, comment il s'appelait, Shalit, je crois, qui avait été échangé contre plus de 1000 prisonniers du Hamas. Et pas que du Hamas d'ailleurs, plus de 1000 prisonniers palestiniens. Donc, un soldat gardé en otage plusieurs années par le Hamas avait été échangé contre 1000 Palestiniens. Donc le Hamas s'était dit, on va faire une opération de prise massive d'otages. Et selon les informations d'Haaretz, c'est parti complètement en vrille, avec les informations contradictoires qu'il y avait, avec le fait que l'administration Netanyahou-Ben Gvir avait exigé que toutes les radios amateurs côté israélien n'espionnent plus la bande de Gaza, ce qui aurait permis de savoir tout de suite ce qui se passait. Et puis il envoie des hélicoptères sur place qui ont tué des Israéliens, c'est-à-dire les personnes qui sont censées protéger. Donc vraisemblablement, le Hamas lui-même n'avait pas l'intention, c'est ce que je laisse encore une fois la responsabilité à Haaretz de cette phrase, mais n'avait pas l'intention d'avoir un bain de sang complet, mais plutôt une prise d'otage massive. Et cette prise d'otage massive a tourné au bain de sang complet. Maintenant, il y a un autre point de l'enquête qui demeure, c'est est-ce que Netanyahou n'était pas donc au courant à l'avance des événements du Hamas et ne les a pas laissés faire pour en tirer un parti politique, en étant complètement au clair avec le fait qu'il y aurait des victimes civiles. Je rappelle que dans les attentats d'hôtel King David au tout début de la création de l'État d'Israël, des attentats qui avaient donc été commis sur un hôtel britannique, mais dont le financier, dont le fondateur était israélien, était juif, mais futur israélien, et surtout attentats commis par des nationalistes sionistes, il y avait eu plus d'une soixantaine de juifs morts, quoi. Donc c'était voilà, c'est comment dire, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. On va faire un attentat, on va tuer des juifs, tant pis, c'est complètement contraire aux préceptes de la Torah, mais bon, voilà, certaines personnes pensaient comme ça, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et est-ce que Netanyahou aurait pensé comme ça? C'est ce que Haaretz semble lui reprocher de plus en plus, c'est-à-dire d'avoir su que un événement majeur se déroulait, allait se dérouler, d'avoir refusé de prendre au sérieux les avertissements nombreux, et puis au final, d'avoir laissé ça se dérouler, voire même d'avoir fermé les yeux sur le fait qu'une rave party allait se dérouler juste à côté. Donc, dans ce contexte-là, on voit en tout cas que Netanyahou exploite au maximum la situation pour obtenir quelque chose qu'il n'aurait jamais pu faire passer à la Knesset, soyons clairs, hein, c'est du 49-3, et là aussi, c'est pas moi qui le dis, c'est Haaretz. Haaretz, déjà dans le temps, disait que Plomb durci était un tract électoral pour Netanyahou. Donc, déjà en 2007, c'est ce qu'écrivait Haaretz. Et aujourd'hui, on voit que Netanyahou utilise la situation au maximum pour pouvoir faire quelque chose qu'il n'aurait jamais pu faire voter en Israël. Jamais. Donc, si on se fie à cette analyse-là,
le Hamas, d'abord, a fait une énorme connerie, soyons clairs. Mais ça, depuis le début, hein, je veux dire, plein de gens je vois je ne vais pas leur donner de nom d'oiseau, je vois des gens me dire alors, Idriss, comment oses-tu appeler le Hamas un groupe terroriste? C'est un groupe terroriste, les gars. Calmez-vous, c'est pas un groupe résistant, ça c'est mon opposition, c'est ma position. Si vous voulez faire de la résistance, si vous voulez soutenir la cause palestinienne, il fallait soutenir ceux qui soutenaient une cause politique, ceux qui défendaient, qui avaient construit au prix de sacrifices colossaux, au prix de plusieurs décennies, le fameux discours de Yasser Arafat aux Nations Unies, je suis venu avec un rameau d'olivier et un fusil, un rameau d'olivier dans une main et un fusil de l'autre, ne laissez pas le rameau d'olivier tomber de ma main. Au bout de 70 ans, l'OLP, qui revenait de loin, parce qu'ils avaient quand même fait le massacre de Munich, avait réussi à devenir un interlocuteur politique valable. Et maintenant, avec le Hamas, on revient à l'âge de pierre. Jamais vous me verrez soutenir cette organisation qui fait connerie sur connerie et qui a créé une situation qui lui échappe complètement. Et où aujourd'hui ils vont perdre Gaza puisque le rapport de force fait qu'il n'y a pas de scénario où le Hamas peut vaincre l'armée israélienne sur le terrain. Donc, et c'est même pour ça d'ailleurs, à mon avis, qu'ils demandent une trêve parce que quand on demande une trêve, c'est pas qu'on est en train de gagner, hein. Donc, bon, Netanyahou ne voudra pas d'une trêve. Il est dans une position où les ingénieurs, le génie militaire israélien contrôle parfaitement la situation avec les tunnels. On pensait que ce serait beaucoup plus grave que ça. Non, non. Pour l'instant, certes, c'est une armée qui est casualty avert, qui est casualty phobique, comme le dit Alexandre Robert dans la chaîne History Legend. C'est vrai que c'est une armée casualty phobique, mais pour l'instant, elle contrôle tellement la situation qu'elle est rentrée dans Gaza et qu'elle a eu que 70 morts, 80 morts. Donc, je ne crois pas du tout que l'administration Netanyahou-Ben Gvir va jouer le jeu d'une trêve. Et je crois que le Hamas se rend compte à quel point il a fait une faramineuse connerie avec cette opération dont il pensait que ce serait un jackpot politique et, euh, et médiatique en mode le soldat Shalit x 200. Et qu'aujourd'hui, ils se rendent bien compte qu'en fait, Netanyahou est en mode on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. S'il y a 2-3 otages, ou même 20, ou même 30, ou même 50 qui sont tués, tant pis. Par contre, en échange, on aura Gaza, on pourra construire le canal Ben Gourion, on aura l'accès au gaz, et on aura, voilà, je serai un héros des temps modernes sur l'histoire israélienne, parce que j'aurai obtenu ce que personne d'autre n'a obtenu. Analyse extraordinaire. Alors, Monsieur Eberkan, tu dis qu'il n'y aura pas de trêve. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une trêve ou non? Est-ce qu'il y a un échange de prisonniers? Oui ou non? La réponse est oui. Donc, tu as eu tout faux. Ta vision des choses est biaisée. Tu n'as pas une lecture politique. Tu n'as pas une lecture géopolitique. Tu n'as pas une lecture historique de l'histoire de la Palestine. Et tu dis que Haaretz déclare que c'est les hélicoptères Apache qui ont tué les civils. Et après, tu dis que Hamas est une organisation terroriste. Donc, si Hamas est une organisation terroriste, tu peux penser ce que tu veux, c'est un problème. Donc, cette organisation terroriste, comme tu l'appelles, est associée avec l'armée d'occupation sioniste dans les assassinats de civils. Et tu le dis toi-même, c'est grave. Donc, pourquoi tu ne dis pas que Netanyahou et son armée, c'est des terroristes? Tu n'as pas parlé des massacres de Gaza. Tu n'as pas parlé des enfants, des 40 000, des 6 000 enfants massacrés à Gaza et de 18 000 orphelins, plus les 6 000 femmes, et les vieux et les vieilles. Ça, tu n'as pas dit un mot. C'est-à-dire que tu vois ce peuple de haut. Ce peuple, c'est rien. C'est une quantité insignifiante. Ces morts qui sont morts à Gaza, c'est rien. C'est Netanyahou qui dit on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, donc on peut tuer nos otages, même il n'y a pas de problème, et que le Hamas a perdu sa guerre, et il demande une trêve parce qu'il perd. Alors qu'aujourd'hui, même où je te parle, ils rallongent encore, ils prolongent la trêve de 2 jours, et ils vont la prolonger. Et je vais te le démontrer. Pourquoi? Donc, quand tu dis, toi, que le Hamas est une organisation terroriste, ok,
Moi, je te dirais c'est une organisation révolutionnaire. Elle défend son pays, sa terre et 75 ans de colonialisme et de massacre de Palestiniens. On va s'ostiner, toi tu vas me dire ceci et moi je vais te dire cela. Ok. Alors on va mettre entre nous un arbitre, non? Un arbitre pourra nous donner l'image qui a raison. Ou du moins, est-ce que l'armée israélienne est une armée de terroristes ou pas? On va voir. Donc je vais te montrer le fils du général Miko Peled. Qu'est-ce qu'il parle et comment il parle de l'armée israélienne, son armée à lui. C'est un juif de Palestine, ok, dont le père est un général qui a participé à la création de cet État fantoche, ok, et comment il parle de l'armée israélienne. Donc lui, il va donner la réponse aux internautes ou aux gens qui nous suivent. Regarde bien. Et vous avez l'armée israélienne, que j'aime appeler l'une des organisations terroristes les mieux entraînées, les mieux équipées et les mieux nourries au monde. Et oui, ils ont des généraux, de beaux uniformes, mais leur objectif principal est le terrorisme. Je vais vous donner un exemple. Il y a presque exactement 4 ans, lorsqu'Israël a commencé son attaque contre Gaza, le 27 septembre 2008 à 11h25 du matin. Ce que j'appelle le jour le plus honteux de l'histoire juive, le jour le plus honteux de l'histoire du peuple juif. Israël a commencé à bombarder Gaza, et au premier jour de ce qui devait être une attaque de 21 jours, ils ont largué 100 tonnes de bombes. Ok, une bombe d'1 tonne peut décimer un pâté de maison entier. Gaza est également l'endroit le plus densément peuplé au monde. 800 000 enfants vivent à Gaza. 11h25 est exactement l'heure à laquelle l'école du matin et l'école de l'après-midi changent. Tous les enfants sont donc dans les rues. C'est à ce moment-là précis que les décideurs israéliens ont décidé de lancer l'attaque. C'est le premier jour d'un massacre de 21 jours. Absolument rien ne justifiait cela. Si ce n'est pas du terrorisme, je ne sais pas ce que c'est. Et c'est ainsi que l'État d'Israël parvient à contrôler les différentes populations, tout en gardant un côté libéral très moral pour tous. Donc, M. Driss Aberkan, son père était un général. Il déteint son père et son armée comme étant une armée terroriste. Ce n'est pas moi qui le dis. Il a même écrit un livre, General Son, le fils du général. Il œuvre pour la paix dans le monde, pour la paix en Palestine. Il te dit les enfants, c'est là où les enfants se croisent pour sortir et rentrer de l'école. C'est à cette heure précise qu'ils ont lâché une bombe d'1 tonne. Est-ce que tu te rends compte? Tu n'as jamais, jamais, jamais dénoncé cette armée. C'est ça ton problème. Pourquoi? Grosse question. Alors que le monde entier dénonce cette armée, actuellement. Ils remettent en cause même l'État d'Israël, dans le monde entier. Ce fils de général a commencé à se rendre compte et à chercher la vérité à partir d'un attentat qui s'est produit à Al-Quds en 1997. Tu peux le lire sur son livre. C'était 3 jeunes Palestiniens qui se sont fait exploser à Al-Quds. Ils se sont tués, eux bien sûr, ils sont morts. Et ils ont tué des gens autour d'eux. Parmi ces gens-là, il y avait la nièce de Miko Peled, la fille de sa sœur. Il n'est pas allé crier sur tous les toits. Ah, c'est des terroristes, il faut les tuer tous. Non. Ou on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Non. Il s'est dit pourquoi ces jeunes se sont suicidés de cette manière
en emportant avec eux des vies humaines, d'enfants et de femmes. Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi l'histoire? Comment des gens peuvent-ils arriver à cet acte? C'est la question que tout le monde devrait se poser. Pourquoi? Mais cette question, on ne la pose pas. Parce que si on pose cette question, on devient antisémite. N'est-ce pas? Tu as peur de ça et de perdre ta notoriété, de perdre les maisons de production qui te produisent. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à chercher. Il a trouvé la réalité. Il reconnaît que c'est un peuple qui a été spolié de sa terre, massacré, assassiné, égorgé, emprisonné. Tu vois, les gens qui ont une conscience, pas les gens qui gagnent de l'argent en faisant de fausses déclarations, de fausses analyses, en se projetant devant tout le monde comme étant un spécialiste et un doctorant de la géopolitique, alors que des enfants meurent. Toi, tu as une maison de production qui te produit et qui vend la place pour te voir à 160 $ et 90 $ si on veut voir à partir de la maison, dans le confort de la maison, comme ils disent sur le site. Et tu viens jeter comme ça, oui, c'est mon opinion, moi c'est une organisation terroriste. Comme ça, gratuitement. Alors que le fils d'un général te dit le contraire. Il te dit, c'est l'armée où mon père, c'est l'armée dans laquelle mon père était un général. Si on me dit ça, c'est pas du terrorisme, qu'est-ce que c'est alors? Tu vois. Quand tu dis, toi, que... Alors, un instant. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il y a un mouvement international. Le monde entier s'est réveillé. La rue du monde, les peuples, dans le monde entier, aux États-Unis, en Europe, partout, dans les pays arabes, dans les pays d'Asie, tout le monde manifeste. Tout le monde manifeste pour la Palestine. Tout le monde a pris le côté de la Palestine. Parce que ce monde-là, ce peuple, ces peuples ont vu les massacres que cette armée israélienne a commis à Gaza. Le génocide que tout le monde appelle un génocide, comme le maître Devers, avec 500 avocats qui ont porté une plainte au CPI contre Netanyahou et contre l'État israélien pour crimes contre l'humanité et génocide. C'est ça la victoire du Hamas, M. Aberkan. Cette victoire ne se mesure pas avec des armes ou des chars ou des tanks. D'ailleurs, on l'a vu sur le terrain. Toute une armée puissante n'a pas pu venir à bout de simples moudjahidines qui sortent des trous et qui va vers le char et qui met sa bombe dans le char au risque de sa vie. Un homme contre un char. Tu as vu les images, non? Ce n'est pas la bombe qui est plus forte que le char. C'est le moudjahid qui porte la bombe, qui a plus de courage que celui qui se cache à l'intérieur du char, du blindé. C'est ça la différence, ce n'est pas l'arme, monsieur. Comme tu as dit un jour pour l'Algérie, combien de moudjahid pour un conteneur de laptop? Les nouveaux, je ne sais pas quoi. J'ai dit, comment vous parlez des moudjahidines? Vous êtes en train toujours de parler des moudjahidines algériens, des chouhada. Combien de shahids vous donnerez pour... c'est pas une monnaie d'échange. Exactement, ce n'est pas une monnaie d'échange, mon ami. Et le peuple palestinien a pris des leçons de chez nous, de notre histoire, de notre bravoure, de notre courage. Non, Hamas, bof, Hamas, ils ont fait une connerie. Non, ils n'ont pas fait une connerie, M. Aberkan. Jamais de la vie. Le Hamas n'a pas fait une connerie. Le Hamas a bien calculé son coup. Il a très bien calculé son coup. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme je te l'ai dit, Belmehdi, le père, l'un des pères de la révolution algérienne, qu'est-ce qu'il a dit à l'époque avant d'être assassiné par les colonisateurs français, par l'armée criminelle française? Regarde ce qu'il a dit. Je vais t'apprendre un peu ton histoire que tu ne connais pas.
que tu dénies carrément. Regarde Driss. L'Arbi Ben Mehdi, 2 étapes charnières. L'Arbi Ben Mehdi, mettez la révolution dans la rue, vous la verrez reprise par tout un peuple. Tu vois? Mettez la révolution dans la rue, vous la verrez. Ok? Vous la verrez reprise par tout un peuple. Est-ce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, oui ou non? Le Hamas n'a jamais dit que j'allais vaincre Israël militairement. À long terme. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté la révolution dans la rue. Et elle a été reprise par les peuples du monde entier, non pas par le peuple de Gaza, ni de Palestine, ni des peuples arabes cette fois-ci, mais par les peuples du monde entier. Les peuples mêmes que leur gouvernement français, allemand, anglais, américain aide Israël et est complice d'Israël dans le génocide qui a été commis à Gaza ces jours-ci. Les États-Unis ont déplacé leur plus gros porte-avions. La France, tout le monde est parti en courant vers Netanyahou. Oui, nous sommes là. Mais la force des peuples, leurs peuples, maintenant connaissent la vérité. Ils ont vu des images grâce aux journalistes morts à Gaza et au Liban. 60 journalistes assassinés, M. Aberkan. Oh, mais tu me diras, bon, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. C'est ça, non? Eh bien, le Hamas aussi te dira, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Ils peuvent te répondre comme ça aussi. Oh, bah, on a tué et tout, mais le résultat, il est là. On a fait une omelette. Une grosse omelette internationale. Que les dirigeants, dirigeants impérialistes n'arrivent pas à avaler. Elle n'est pas bonne. Chaude, très très chaude. Ah, pauvre Aberkan. Pauvre Idriss. La politique. Sauf, écoute, mon cher ami, ce qu'a fait le Hamas, c'est de réveiller le monde. Et comment le monde s'est réveillé? Tu es en train de voir à la télévision partout, ou là où tu vas en voyage, tu vois les manifestations. Ok. Ils ont réveillé même les Indiens. Les Indiens, les Premières Nations ici au Canada, aux États-Unis. Même les Indiens, ils sont sortis de leur réserve, où ils les ont parqués après avoir massacré leurs aïeux. Et ils sont sortis pour danser la danse du guerrier avec les drapeaux des Palestiniens. N'est-ce pas une victoire, ça, M. Aberkan? C'est la plus belle des victoires. Quand les peaux-rouges, les Indiens, les enfants de Geronimo sortent dans les rues et dansent leur danse de la victoire avec les drapeaux palestiniens, c'est fini, mon ami. Cette révolution a été jetée dans la rue et elle a été reprise par les peuples, les Indiens. Regarde, je te montre. Alors, look, my friend.
Regarde, mon cher Aberkan. Tu as vu, mon cher Aberkan? Regarde, je vais te montrer une autre aussi. Tu vas me dire peut-être oui, ça c'est pas la chanson pour la Palestine et tout. Je vais te dire pas la danse pour la Palestine. Je vais te montrer en direct alors maintenant. Regarde. Quand on parle de guerre, les Palestiniens sont des... Hey. Quand on parle de guerre... Tu vois un drapeau palestinien, mais les Indiens, les Sioux, comment? C'est pas une victoire, ça, monsieur Idriss Aberkan. Et aujourd'hui, ils ont prolongé de 2 jours. Et la trêve a été signée. Ils ont changé les prisonniers. Donc toi, tu as eu tout faux. Donc tu n'es pas un analyste politique. Tu n'as pas de vision. Rien. Avec tous les doctorats que tu as, tu n'arrives pas à avoir une lecture de ce qui se passe parce que tu ne respectes pas les peuples. Alors ça a commencé à Gaza. Une réserve, on peut dire. C'est tous les réserves qui sont sortis. Boum, les Indiens. Ouh. Aïe, 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 ouais. Production France-Québec. Je serai à Québec pour une conférence. Conférence. Moi aussi, je suis en conférence, là. Mais gratuit, moi, c'est gratuit. Aïe, 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 aïe. Quelle victoire. Jeter la révolution dans la rue, elle sera reprise par les peuples qui en ont marre de leur gouvernement, qui en ont marre de la gestion du monde, ces peuples en ont marre des massacres que font leur armée avec leur argent. Et eux, ils crèvent la dalle. Ces peuples en ont marre de toutes ces guerres. Maintenant, c'est la communication internationale, c'est l'Internet, c'est le web. Tu peux rien cacher, mon ami. Rien. Et c'est ça la révolution, et c'est ça le but de l'attaque du 7 octobre, mon cher Idriss. Tape, laisse-les venir.
Ils viendront tellement avec une rage, une force, que nous allons utiliser cette force pour montrer au monde, voilà les gens que vos gouvernements soutiennent. Qu'est-ce qu'ils font? Et ça, mon cher Idriss Aberkan, si tu étais un vrai politologue, un vrai stratège, un vrai doctorant universitaire, tu aurais dû le voir au départ, comme moi je l'ai vu au départ. Pourquoi? Parce que moi j'aime mon pays, j'aime l'histoire de mon pays, je suis fier de l'histoire de mon pays. Et la question palestinienne nous tient à cœur, nous les Algériens, parce que c'est la même histoire. C'est le colonialisme aveugle, assassin et terroriste, mon cher Aberkan. Mais toi, tu as grandi dans les salons et les intellectuels. Je vais te montrer ce que tu ne sais pas. Cette histoire, elle s'est passée en Algérie en août 1955. On appelle ça la révolte du Nord constantinois. Ça sera bien pour Émilie Ismaili pour qu'elle fasse ses investigations parce qu'elle est journaliste d'investigation. Émilie, écoute-moi, je vais te donner une information. Tu peux aller faire tes recherches. Okay? En août 1955, le FLN a massacré des colons. 171 colons avec quelques militaires, quelques policiers. La répression française a été comme la répression qui s'est passée aujourd'hui à Gaza. 10 000 morts en une semaine. Un massacre. Et à partir de là, la question algérienne a été mise à l'ordre du jour à l'ONU. Et la délégation française a quitté l'ONU. Parce qu'il fallait internationaliser le problème algérien. Comme aujourd'hui, on a internationalisé le problème palestinien. Tu comprends un peu? Regarde, je vais te lire un petit peu. Okay. Pour ton information. Parce qu'apparemment, très faible. Tu n'apprends rien aux jeunes. Alors voilà, ça c'est Wikipédia. Après, on va voir Benjamin Stora. Les massacres d'août 55 dans le Constantinois, dit également massacre de Philippeville et d'El Halia, ou insurrection du 20 août 55 dans le nord constantinois, sont des tueries perpétrées par les indépendantistes du FLN, puis en représailles par l'armée française et des civils pieds noirs armés qui ont touché toute la région du Constantinois. Selon l'historien Benjamin Stora, 171 Européens civils ont été tués et près de 10 000 musulmans. Ces massacres étaient perpétrés d'un côté contre les populations civiles d'origine européenne et musulmane, loyalistes, ainsi que contre des notables musulmans modérés signataires d'un appel condamnant toute violence d'où qu'elle vienne. De l'autre côté, les tueries commises contre la population musulmane étaient aveugles et ne faisaient aucune distinction. Des modérés furent ainsi victimes de la répression. L'indignation suscitée par ces massacres de civils a attiré l'attention de l'opinion internationale sur le combat algérien pour l'indépendance. C'était justement l'un des buts poursuivis par le FLN qui voulait par ailleurs semer la peur dans les rangs de l'ennemi, des colons et de leurs auxiliaires musulmans. Les massacres s'inscrivent dans le contexte du début de la guerre d'Algérie, commencé l'année précédente, et dans celui de l'Algérie française. Ils ont éclaté à l'initiative de Youssef Zerrout, responsable du Nord constantinois du FLN, dans le but de relancer un mouvement qui s'essouffle et de contrecarrer les avances faites par Jacques Soustel, délégué général du gouvernement français en Algérie. Il s'agissait, selon le témoignage de l'Akhdar Bantoubal, ancien adjoint de Youssef Zerrout, recueilli par Yves Courrière, de prévenir le découragement du peuple en creusant un infranchissable fossé de sang entre les Algériens et les Français, par des massacres aveugles. Donc, c'était provoquer l'ennemi pour que lui fasse commettre l'irréparable, pour qu'il montre son vrai visage, pour sensibiliser l'opinion mondiale. Il fallait creuser un fossé de sang infranchissable. Et c'est ce qui s'est passé à Gaza. C'est la même tactique.
C'est la même stratégie. Écoute bien. Août 55, dans la zone de Kolo-Philippeville, Constantine Guelma, plusieurs milliers d'hommes armés, en blanc, encadrés par des moudjahidines équipés d'armes à feu, se lancent à l'assaut d'une quarantaine de villes et villages, assassinent à coups de hache et de pioche les Français et les musulmans supposés complices. À la mine de Pyrite, El Halia, située à 15 km à l'est de Philippeville, 140 personnes, hommes, femmes et enfants, dont 70 des 130 Européens et environ 70 musulmans sont massacrés, parfois torturés. Des enfants, certains de moins de 3 ans, sont égorgés ou fracassés contre des murs. Les femmes sont violées. Dans le reste du Constantinois, une trentaine de personnes et plusieurs personnalités sont assassinées. À Kolo, 4 membres des forces de l'ordre, 6 Européens, 12 insurgés sont tués, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, c'est les massacres que le FLN a commis. OK? Répression. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Français? La réponse des autorités françaises était comparable à celle de 1945, les massacres du 8 mai 1945. Donc bien avant ça, les Français déjà ont massacré les Algériens pendant 132 ans. Lors du massacre de Steve Guelma et Kharrata, une application concrète du principe de responsabilité collective. Selon Bernard Droz, de même qu'en 1945, des milices de colons ont été formées à la suite de l'ordre du préfet de Philippeville par Banquet-Crévaux, qui a tenu plusieurs discours incitant au meurtre et à la vengeance, ce qui se passe dans ce qui se passe maintenant dans Al-Gharbia, à Jenin et tout. Okay? Au contraire, Sylvie Thénault indique qu'il n'y a eu pas de levée de milice. Et Guy Privilé évoque les vengeances de civils armés. À partir du 23 août, une totale liberté d'action pour réprimer ainsi qu'un ordre de conduire les opérations avec rigueur furent donnés à l'armée par le général Loriot, commandant militaire de l'ensemble de l'Algérie. Par exemple, après les funérailles des victimes, le maire de Philippeville, Banquet-Crévaux, organise une levée d'urgence pour la constitution de milices armées, tandis que des unités spéciales formées principalement de parachutistes et de légionnaires investissent le centre-ville. L'armée bombarde tous les douars des environs, plus particulièrement le hameau de Beni Melk. Des milices et des militaires, désorientés par la tournure des événements et surtout par la violence des miliciens du maire, abattent à vue tout individu suspect pendant 8 journées consécutives. Quelques jours après, le croiseur Montcalm, comme on voit maintenant le porte-avions américain, arriva au port de la ville et commença à pilonner les hameaux situés le long de la bande côtière entre Philippeville et Kolo. Des milliers de prisonniers formés d'hommes âgés de 14 à 70 ans sont capturés et emmenés au stade municipal de la ville qui fut transformé en véritable camp pour interrogatoire. Malgré les efforts de Dupuche, préfet de Constantine, pour leur éviter une mort certaine, ces prisonniers ont été massacrés à la mitrailleuse et enterrés dans une fosse commune. Selon un soldat français présent, toutes les mitraillettes et les mitrailleuses étaient alignées devant la foule de prisonniers qui se mirent immédiatement à hurler. Mais nous avons ouvert le feu 10 minutes plus tard, c'était pratiquement fini. Il y en avait tellement qu'il a fallu les enterrer au bulldozer. Le militant anticolonialiste Daniel Guérin estime le nombre de victimes algériennes dans la ville de Skikda à 2000. Des villages entiers comme El Harrouch ou Ledzneti furent désertés par leurs habitants masculins. Dans la Mechta de Zefzef, les Algériens qui étaient rencontrés dans les rues ou les cafés par les militaires français furent tués. Les hameaux brûlés et le bétail massacré. Un rapport militaire mentionne le chiffre de 750 morts pour le seul secteur de El Harrouch. El Khroub, un des officiers français, raconte: 60 suspects ont été arrêtés la nuit suivant les attaques repoussées sur El Khroub. Ils ont été exécutés le lendemain entre 6h30 et 9h30. L'endroit où ils ont été enterrés a été nivelé par un bulldozer. Un rapport officiel des autorités françaises de l'époque avance 1273 Algériens victimes de la répression, alors que le FLN recensa 12 000 morts et disparus. Un ancien du FLN, Mohamed Yousfi, va jusqu'à estimer le nombre de victimes à près de 20 000. Autant de chiffres qui ne sont pas repris par les recherches. Non. OK. Les procès, ainsi de suite, conséquences. Donc, on va voir conséquences politiques. OK. Jacques Soustel, délégué général du gouvernement français en Algérie, sera en Lhoul. Okay. Les cadavres jonchaient encore les rues, des terroristes arrêtés, hébétés, demeuraient accroupis sous la garde des soldats, alignés sur les lits, dans des appartements dévastés, les morts égorgés et mutilés dans des fillettes de 4 jours. Alors, offrez le spectacle à leur main affreuse, le sang avait giclé, patati, patata. OK.
Sur le plan politique, ils ont conclu qu'il n'est pas possible de discuter avec l'ALN, qualifié de terroriste. Le gouvernement Edgar Faure riposte en déclarant le rappel du contingent libéré ainsi que le rappel du premier contingent de 1954. La répression par l'armée française fait plusieurs milliers de victimes. Le FLN a atteint son objectif sur le plan psychologique. Les forces politiques et militaires, de même que les civils européens, sont tombés dans le piège de la répression, comme aujourd'hui Israël. La violence conjointe du FLN et de l'armée française, plus particulièrement lors de sa répression aveugle et disproportionnée, ne fit qu'élargir le fossé entre le gouvernement colonial et les musulmans d'Algérie. Ainsi qu'entre les futurs pieds noirs et les musulmans. Conséquences militaires, les massacres du Constantinois ont entraîné la création d'une formation de réservistes originaires des départements d'Algérie, des unités territoriales, comme Benjamin Netanyahou qui a rappelé les réservistes. Le 5 octobre 2007, le président de la République française, Nicolas Sarkozy, à l'occasion du discours de Constantine au sujet de ces massacres, il dit « Les pierres de Constantine se souviennent encore de cette journée terrible du 20 août 55, où chacun fit ici couler le sang pour la cause qui lui semblait la plus juste et la plus légitime. Le déferlement de violence, le déchaînement de haine qui, ce jour-là, submergea Constantine et toute sa région et tua tant d'innocents était le produit de l'injustice que depuis plus de 100 ans, le système colonial avait infligé. Il n'y a pas c'est pas la même stratégie aujourd'hui. Tu vois? C'est pour ça que nous, en Algérie, maintenant, c'est white ici. On s'assoit et on regarde. C'est quoi la suite? Ce n'est ni les pays arabes, personne ne va régler ce problème. Le problème va être réglé entre les Palestiniens et les peuples du monde, avec la participation des peuples du monde, les droits internationaux, des pays qui sont en train de combattre contre cet impérialisme noir, aveugle, assassin, qui a massacré des millions d'êtres humains depuis la bombe atomique sur le Japon jusqu'à nos jours. C'est ça le combat, M. Ebelkan. Ce n'est pas Gaza. C'est fini, Gaza s'est dépassé. Gaza s'est dépassé. Ça tombe dans une conjoncture aussi avec la Russie, l'Ukraine, la Chine, les BRICS, un monde multipolaire. Et les peuples ont compris. Les peuples occidentaux ont compris. C'est une union entre les peuples du monde qui est en train de se construire contre l'hégémonie américaine et européenne et de l'OTAN. C'est ça le but. Les enfants de Gaza qui sont morts, toutes les victimes de Gaza, morts ou blessés ou orphelins, 18 000 orphelins, ces gens-là se sont sacrifiés ou ont été sacrifiés pour la liberté du monde, des peuples du monde. Pas que pour Gaza, mon cher ami. Comme tu dis, toi, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Non. Comme tu aimes à le dire. Donc ce n'est pas un Netanyahou. C'est les Palestiniens qui ont gagné. C'est le monde libre qui a gagné. Toute l'Afrique, tous les peuples d'Afrique, tous les peuples d'Asie ont vu. Qu'est-ce que vous valez sur l'échiquier international et sur l'échiquier des droits de l'homme? Vous avez sali tous les peuples qui aujourd'hui sont en train de manifester contre vos gouvernements. Alhamdulillah. Alhamdulillah. On a réveillé les peuples. Les Indiens. Et Geronimo s'est réveillé de sa tombe. Est-ce que vous vous rendez compte? La victoire, grosse victoire. Maintenant, c'est les négociations. C'est l'appui des peuples à la Palestine et à la libération des terres spoliées et à juger ces criminels de guerre. Comme ils aiment tant à le dire, nous jugeons les criminels de guerre. Nous combattons les criminels de guerre. Nous avons un tribunal pour les criminels de guerre. Nous sommes pour la liberté de l'homme. Nous sommes contre les dictateurs et les gens qui massacrent. Alors que, petite bourgade, 365 km², ils ont appuyé Israël, l'armée d'occupation, à massacrer tout un peuple qui s'est retourné contre eux. Tu vois, cher ami, ça c'est une stratégie de la révolution algérienne. Et après août 55, la question algérienne a été mise à jour, mise
sur la table à l'ONU, et ce qui a fait que la délégation française a quitté. Regardez, je vais vous montrer. Je vais te montrer la vidéo. Alors, elle est où? Est-ce qu'on a mise? Oh, je pense que je l'ai perdu, la vidéo. Bon. Aïe, 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 aïe. Non, elle est là. Voilà. Alors, regarde bien. Hein. Juste après, octobre, parce que la question palestinienne a commencé à s'essouffler avec les accords d'Abraham, avec toutes les guerres qu'il y a. Tout le monde a oublié. Même Netanyahou à l'ONU a dit c'est bon, le dossier palestinien, on l'a plié. Il ne vaut plus rien. Non, il a dit non. Et hop, ça s'est enflammé. Bouf. Mais Hezbollah, l'Iran, ils ont dit non, rien à voir. Parce qu'ils connaissent la tactique. L'objectif, ce n'est pas de rentrer dans une guerre militaire. Non, l'objectif, c'est de pousser, piéger l'armée sioniste à tuer, à massacrer, comme ils ont l'habitude de faire avant. Et comme ça, avec l'Internet, avec tout ça, avec les médias, ils ont tué 60 journalistes, mon ami, dans 2 journalistes d'El Mayadin. Pourquoi? Pour que la vérité ne sorte pas. Et vous êtes tous coincés, monsieur Elisabeth Khan. Regarde bien, je te montre. Alors. Qu'est-ce qui se passe? Bon, moi, j'ai pas de production, hein. J'ai pas de maison de production, donc c'est normal que ça se passe comme ça. À Paris, l'attention se déplaçait sur le retour de New York de M. Pinay. On sait qu'au cours d'une séance dramatique, le ministre des Affaires étrangères avait quitté la séance de l'ONU après l'inscription à l'ordre du jour de la question algérienne, votée de justesse par 28 voix contre 27 et 5 abstentions. Cette immixtion dans les affaires intérieures françaises était aussitôt à l'Élysée le sujet d'un conseil des ministres auquel revenaient assister en toute hâte le président Edgar Faure et le président René Coty. La France, mise en cause contre tout droit et en dépit du règlement par une ingérence injustifiable, abandonnera-t-elle les Nations Unies? Question d'une exceptionnelle gravité. Question qu'abordait le président Edgar Faure lorsqu'il disait « L'Organisation des Nations Unies, faite pour assurer la paix entre les nations, pour assurer la concorde, prend une position qui pourrait comporter le risque de développer l'esprit de sécession, de favoriser les fauteurs de troubles et de désordre, et elle va ainsi à l'encontre de la pensée généreuse dont elle était issue. La France ne peut pas admettre cette décision. Oui. D'accord, hier avec le président Pinay que j'avais eu au téléphone, j'ai immédiatement rappelé en France notre délégation à l'ONU. Voilà. J'ai rappelé notre délégation à l'ONU. La France. Nous sommes indépendants aujourd'hui. Ils nous taxent de terroristes, de moukhribés, terroristes, assassins. On a repris nos terres, mon ami. Bon, toi, tu ne veux pas en faire partie de nous autres, c'est ton problème. Tu es français, tu as fait l'armée française, tu défendras la France. Il n'y a pas de problème, c'est à toi de choisir. Ça ne nous dérange pas, nous. Nous, on est fiers. Et les Palestiniens savent qui nous sommes. Ils calquent sur nous. 75 ans après, boum, ils ont explosé le truc. Et nous, ça a été 100 ans, 120 ans après. Il y a plusieurs révolutions, comme les Palestiniens. Ok. Je te montre une autre vidéo encore. Alors, attends. Attends. Tu vas t'en rendre compte que c'est le même discours que porte l'ambassadeur État sioniste à l'ONU. La même chose aujourd'hui.
l'Organisation des Nations Unies réunie en commission politique, le dossier français sur l'Algérie a été plaidé par M. Christian Pineau. De son discours, nous avons retenu ces phrases caractéristiques. Nous n'avons jamais accepté, nous n'acceptons pas et nous n'accepterons jamais la compétence des Nations Unies à l'égard d'un problème que, fort du droit international, nous considérons comme d'ordre essentiellement interne. Ce que nous voulons, c'est en premier lieu répondre publiquement aux campagnes de dénigrement systématique dont la France a fait l'objet depuis plusieurs années, non seulement de la part de représentants des rebelles algériens, mais aussi de la part de délégués de certains pays dont nous pourrions contester le droit qu'ils ont à donner des leçons à la France. Notre pays n'a pas à rougir de son attitude à l'égard des populations algériennes. Il est fier de ses réalisations passées et il a conscience de proposer des solutions justes, démocratiques et susceptibles de préserver la paix. Démocratique. Un massacre. Ils ont massacré 7 millions d'Algériens de 1830 à 62. Bon, démocratique. Nous sommes fiers. Tu vois, c'est le même discours, la même histoire, la même stratégie. Le timing, pareil à peu près, presque un siècle. Nouvelle génération. Et ils ont arrosé la terre de Palestine avec le sang de ses enfants pour les prochaines générations. Cette terre va donner d'autres générations de combattants, d'autres générations de révolutionnaires, d'autres générations de martyrs. Et c'est l'histoire de l'humanité, mon cher Aberkan. Tu pourras ni toi, ni tes analyses, ni Benjamin Netanyahu, ni Joe Biden, ni personne. Tu vois. Et sans te dire la lettre de démission du commissaire, lettre de démission de Craig Mokhibar, qui a démissionné, qui est directeur du bureau, alors lettre de démission de Craig Mokhibar, directeur du bureau new-yorkais en charge des droits de l'homme à l'ONU. Craig Mokhibar, ex-directeur du bureau de New York du Haut-Commissariat aux droits humains, démissionne via cette lettre adressée au Haut-Commissaire des Nations Unies, Volker Turk, le 28 octobre dernier, pour protester contre la timidité de certains éléments clés du système de l'ONU sur les questions relatives aux droits de l'homme des Palestiniens. Mokhibar travaille pour les Nations Unies depuis 1992 et a travaillé auparavant comme conseiller en matière de droits de l'homme en Afghanistan et dans les territoires palestiniens occupés. Il s'agit de ma dernière communication officielle en tant que directeur du bureau de New York du Haut-Commissariat aux droits de l'homme. Je vous écris à un moment de grande angoisse pour le monde, y compris pour beaucoup de nos collègues. Une fois de plus, nous assistons à un génocide qui se déroule sous nos yeux et l'organisation que nous servons semble impuissante à l'arrêter. J'enquête sur les droits de l'homme en Palestine depuis les années 1980. J'ai vécu à Gaza en tant que conseiller des Nations Unies pour les droits de l'homme dans les années 90 et effectué plusieurs missions de défense des droits de l'homme dans le pays et depuis cette période. Cette situation m'affecte donc profondément. J'ai également travaillé dans nos lieux d'intervention lors des génocides contre les Tutsis, les musulmans bosniaques, les Yazidis et les Rohingyas. Dans chaque cas, lorsque la poussière est retombée sur les horreurs perpétrées contre des populations civiles sans défense, il est devenu douloureusement clair que nous avions manqué à notre devoir de répondre aux impératifs de prévention des atrocités de masse, de protection des personnes vulnérables et à notre obligation de rendre des comptes aux auteurs de ces actes. Il en a été de même avec les vagues successives de meurtres et de persécutions à l'encontre des Palestiniens depuis la création des Nations Unies. Monsieur le Haut-Commissaire, nous échouons à nouveau. En tant qu'avocat spécialiste dans les droits de l'homme, fort d'une expérience de plus de 30 ans dans ce domaine, je sais bien que le concept de génocide a souvent fait l'objet d'abus politiques, mais le massacre actuel du peuple palestinien, enraciné dans une idéologie coloniale ethno-nationaliste, dans des décennies de persécution et d'épuration systématiques avec comme unique prétexte leur identité arabe et associé à des déclarations d'intention explicites de la part des dirigeants du gouvernement
gouvernement et de l'armée israélienne. Je laisse place ni au doute ni au débat. Oui, mon cher ami, tu vois, mon cher Idriss? À Gaza, les maisons de la population civile, des écoles, des églises, les mosquées, les établissements médicaux sont attaqués sans raison et des milliers de civils sont massacrés. En Cisjordanie, y compris à Jérusalem occupée, les maisons sont laissées et réaffectées en fonction de la race et de violents pogroms de colons sont accompagnés par des unités militaires israéliennes dans tout le pays. L'apartheid règne. Il s'agit d'un cas typique de génocide. Le projet colonial européen ethno-nationaliste de colonisation de la Palestine est entré dans sa phase finale, laquelle vise la destruction accélérée des derniers vestiges de la vie palestinienne indigène en Palestine. Qui plus et les gouvernements des États-Unis, du Royaume-Uni et d'une grande partie de l'Europe sont totalement complices de cet horrible assaut. Non seulement ces gouvernements refusent de s'acquitter de leurs obligations conventionnelles d'assurer le respect des conventions de Genève, mais ils arment activement les assaillants, fournissent un soutien économique et des renseignements et couvrent politiquement et diplomatiquement les atrocités commises par Israël. De même, les médias occidentaux de plus en plus captifs et liés à leurs États respectifs violent ouvertement l'article 20 du ICCPR, Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ils déshumanisent en perçant les Palestiniens pour faciliter le génocide. Ils diffusent de la propagande pro-guerre et des appels à la haine nationale, raciale ou religieuse, une incitation à la discrimination, à l'hostilité, à la violence. Les entreprises de médias sociaux basées aux États-Unis étouffent les voix des défenseurs des droits de l'homme, tout en amplifiant la propagande pro-israélienne. Les trolls en ligne du lobby israélien et les gongos, ONG organisés par les gouvernements pour assurer leur intérêt, harcèlent et salissent les défenseurs des droits de l'homme et les universités et employeurs occidentaux collaborent avec eux pour punir ceux et celles qui osent élever leur voix contre des atrocités. À la suite de ce génocide, ces acteurs devront également rendre des comptes, comme ce fut le cas pour la radio des 1000 collines au Rwanda. Je ne vais pas te dire toute la lettre, ok? Mais on en est là. C'est ça la victoire, monsieur Driss. Ils ont jeté le Hamas, comme a fait le FLN, ils ont jeté la révolution dans la rue et elle a été reprise par les Indiens. Ok? Allah fait rahkoum, vive la Palestine et vive tous les peuples. Et merci à tous les peuples de l'Occident. Merci à tous les peuples. On est dans le même combat, pas que pour la Palestine. On vit en Occident. On sait comment nos gouvernements nous gouvernent. Prenez soin de vous. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.